Nous poursuivons notre réflexion avec Jean-Marc Ferry. Jean-Marc Ferry, qui va s'acheminer vers la tribune, qui est philosophe, qui a enseigné la philosophie et la science politique à l'Université libre de Bruxelles pendant des années, qui est professeur titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes, membre de la Fondation Jean Monnet. Voilà, Jean-Marc Ferry, donc merci de m'avoir rejoint sur cette tribune. Vous êtes un penseur qui vous êtes intéressé très très vite à l'Union européenne. En 1992 déjà, donc les années un peu Maastricht, vous aviez écrit un ouvrage avec Paul Thibault, Discussion sur l'Europe. Vous avez travaillé aussi, j'en profite pour montrer l'étendue de vos réflexions, vous avez travaillé sur l'idée de l'allocation de base universelle, ce qu'on a appelé un revenu de citoyenneté. Vous avez réfléchi à ce concept dès les années 90 avec un ouvrage en 1995, l'allocation universelle pour un revenu de citoyenneté. Et vous réfléchissez aussi sur la religion. Vous êtes un penseur laïque, mais pour vous, la voix des traditions religieuses doit être entendue dans le débat démocratique. Et un tout récent ouvrage s'intitule « La raison et la foi », paru chez Pocket. Alors, nous allons vous écouter présenter finalement votre façon d'expliquer et de proposer un chemin pour l'identité européenne, comment peut s'articuler, notamment, là je traduis un petit peu, les notions de souveraineté, comment peut s'articuler les attributions entre les États et cette instance supranationale qu'est l'Union européenne. Jean-Marc Ferry, c'est à vous la parole. Merci. Merci, cher Jean-Christophe Poquelin, pour cette présentation. Madame la ministre a largement évoqué et explicité, approfondi même, et rendu très vivant dans son échange avec Jean-Christophe Poquelin les propositions développées par le président Macron lors de son important discours en Sorbonne, propositions très concrètes. Quant à moi, j'aimerais ici m'en tenir à un cadre très général sur le sens du projet européen. Parce que chacune et chacun d'entre nous peut avoir son idée à cet égard, mais déjà, il convient de situer ce que j'appellerais volontiers le problème européen. Merci. Et pour ce faire, par simplification didactique, je propose 3 points de référence qui sont aussi des mots du grec ancien, mais passés dans la langue, plus ou moins passés dans la langue. D'abord le télos, ce qu'on appelle le télos, c'est-à-dire le but, la finalité de l'intégration. Et puis le nomos, c'est-à-dire la loi fondamentale, ou la structure juridique de base, on peut aussi parler de la forme politique de l'Union. Et après le télos et le nomos, l'éthos, bien sûr, c'est-à-dire les valeurs et les attitudes caractéristiques de ce que j'appellerais volontiers la philosophie des relations transnationales telles qu'elles s'indiquent aujourd'hui dans la politique de l'Union européenne. Alors tout d'abord, le télos, si vous le voulez bien, en partant d'un constat un peu pessimiste, mais je ne suis pas pour autant décliniste, l'Europe politique connaît une triple crise latente. Et j'espère qu'une nouvelle époque aujourd'hui est amorcée. Une crise technique de régulation économique, crise qui d'ailleurs n'est pas tellement technique, ou pas seulement parce qu'elle se relie
intimement à une crise éthique de solidarité et de co-responsabilité politique. Et à cela vient s'ajouter une crise historique, dirais-je, de légitimation du projet européen lui-même. Au fondement de ce projet, ça a été évidemment évoqué, était le motif de la paix entre les nations d'Europe, motif assorti de l'idéal d'une Europe réconciliée, libre et prospère. Or, la motivation pour l'Europe, pour une Europe une, comme disait Nietzsche, paraît avoir perdu de sa force. La légitimation première d'une paix européenne, qui évoque d'ailleurs l'idée kantienne de la paix perpétuelle, eh bien, cette légitimation première, inaugurale, semble être passée à l'arrière-plan, dans l'esprit, dans les têtes et les cœurs des citoyens. Il y a à cela des raisons historiques, dont la principale est peut-être, et je crois même sans doute, l'effondrement du bloc soviétique, la fin proclamée de ce que l'on appelait le monde bipolaire, l'éloignement corrélatif de la grande menace pantoclastique de conflagration totale. C'est comme si, au fond, le motif fondateur, inaugural de la construction européenne s'était écroulé, en tout cas érodé, avec l'écroulement du mur de Berlin. Et du moins peut-on parler donc d'une érosion de ce motif dans les têtes et les cœurs des Européens. Cependant, et là est le point, mesdames et messieurs, permettez cette critique à la classe politique, à l'époque de ce grand basculement de la configuration géostratégique mondiale, la classe politique n'a pas su proposer une légitimation de relève pour le projet européen. Et celui-ci s'est progressivement délité, vidé de sa substance. La poursuite du processus suscite alors l'impression d'une routine abstraite, déconnectée des motivations civiques. L'opacité du but poursuivi par l'intégration communautaire se double de divergences entre les peuples sur le sens de l'Europe, et le défi actuel pourtant est clair, me semble-t-il, celui qui est en tout cas à l'avant-scène, même si le motif de la paix demeure et demeurera toujours, au moins à l'arrière-plan, mais le motif d'avant-scène, c'est la mondialisation, avec un enjeu qui conditionne et actualise le télos, la finalité de l'intégration, dans les termes de cette alternative, adaptation économique pure et simple ou reconquête politique d'un métapouvoir éco-financier qui ne connaît d'autre loi que celle des marchés. Les positions relatives au sens de l'Europe politique se structurent aujourd'hui en fonction des réponses données à cette question. Et peut-être va-t-on projeter le tableau à cet égard que j'avais donné et qui permet d'illustrer ces positions idéales typiques. Si le tableau n'est pas là, ce n'est pas bien grave. C'eût été plus pédagogique, mais tant pis. Imaginez un tableau où, en abscisse, vous avez les missions imputées à l'Union, ce que les gens pensent en ce qui concerne les fonctions ou missions de l'Union européenne par rapport à la mondialisation. Est-ce l'adaptation économique pure et simple ou est-ce le rattrapage, la reconquête politique de cette économie mondialisée? Et imaginez aussi en ordonnée les positions concernant l'évaluation, le jugement porté sur la mondialisation, soit que l'on considère qu'il s'agit d'une mauvaise chose, soit d'une bonne chose. J'exprime cela très simplement. Si vous croisez ces deux doubles paramètres, vous avez 4 positions idéales typiques que je résume ainsi. Si l'on estime que l'intégration européenne a pour seule ou principale fonction l'adaptation économique
à la mondialisation. Alors, ou bien on pense que la mondialisation est une mauvaise chose, et l'on épouse une position souverainiste de repli sur le national, ou bien on pense, et bien voilà le tableau, on pense que la mondialisation est une bonne chose, et l'on adhère à une position néolibérale d'affirmation du grand marché. Donc vous voyez, ce sont les deux positions qui sont à gauche du tableau. Si l'on estime en revanche que l'intégration européenne a pour mission la reconquête politique de la mondialisation économique, ce que disait d'ailleurs Madame la Ministre, réguler cette mondialisation, évidemment domestiquer les marchés sans en détruire les mécanismes, alors ou bien on pense que la mondialisation est avant tout une menace dont il convient de se protéger et l'on s'oriente vers le schéma supranational, étatiste d'une Europe forteresse, c'est l'État fédéral supranational, ou bien on pense que la mondialisation peut être une bonne opportunité qu'il faut plutôt domestiquer et l'on fait fond sur le principe d'une union transnationale, cosmopolitique dans son principe, non étatique, mais dotée d'une autorité communautaire forte. C'est cette quatrième option qu'à titre personnel, je privilégie. Je pense que l'option vers l'État fédéral supranational est une grave erreur et que cette option ne fera que renforcer les réactions souverainistes nationales. Et j'en viens donc tout naturellement à ce que j'avais introduit sous le titre du nomos, c'est-à-dire la structure de base de l'Union européenne telle que je l'idéalise légèrement. La position 4 que vous voyez sur le tableau de l'Union transnationale me semble représenter la spécificité du nomos propre à l'Europe politique. Nomos, c'est-à-dire, encore une fois, sa structure de base ou encore sa constitution matérielle latente, puisqu'il n'y a pas de constitution formelle à ce jour. L'Union transnationale requiert certes une autorité communautaire, mais autorité n'est pas souveraineté. Les États membres restent souverains. L'Union est post-étatique. Sa structure de base repose sur la différenciation et l'articulation de ce que Emmanuel Kant, en son temps, 1795, c'est l'année de la publication de son célèbre traité sur la paix perpétuelle, 3 niveaux, disait-il, de relation du droit public. Et j'attends donc avec anxiété le second tableau qui nous aiderait à comprendre cette structure. Nous avons un premier niveau, oui, qui est là, je vous remercie, un niveau, dirais-je, interne ou national, que Kant, dans son langage en latin et en allemand, nommait Jus civitatis, ou encore Staatsrecht, ou Staatsbürgerrecht. C'est ce niveau qui règle les relations entre nationaux au sein de chaque État membre. Et là, disait-il expressément, il est requis que les États membres doivent présenter les qualités de l'État de droit démocratique. Dans son langage de l'époque, il disait « chaque État membre doit avoir une constitution républicaine ». Mais républicain, dans le langage de Kant, ne veut pas dire la même chose que chez nous en France, pas exactement. Nous dirions État de droit démocratique. C'est la condition sine qua non. Et c'est ce qui différencie l'Union européenne de toute autre structure, y compris bien sûr l'ONU, où des États dictatoriaux et totalitaires peuvent participer. Tandis que le premier critère d'appartenance à l'Union européenne, c'est avoir intériorisé les principes de l'État de droit démocratique, condition non suffisante, mais nécessaire, sur laquelle nous devons être intransigeants. Un deuxième niveau, le niveau externe, international, mais communautarisé, que Kant nommait Jus gentium, ou encore Völkerrecht, le droit des peuples, on dit en français le droit des gens, qui règle donc les relations entre les nations membres au sein de la fédération. Là, il est prévu que le droit des peuples, ou droit des gens, doit être assis sur, disait-il, un libre fédéralisme, une fédération d'États qui reste souverain. Et ce point est très important. Cette idée de co-souveraineté est extrêmement importante.
Et puis enfin, et c'est ça la grande originalité, il n'y a pas seulement des relations internes, chaque État, externes, entre les États de la Fédération, mais aussi le transnational. Un niveau transnational que Kant appelait Jus cosmopoliticum, ou encore Weltbürgerrecht, les citoyens du monde, le droit des citoyens du monde, en attendant ceux de l'Union européenne, qui règle donc les relations horizontales entre les citoyens de l'Union, ainsi qu'entre les expatriés, comme on les appelle, et les États d'accueil. Et là, il est stipulé que le droit des citoyens du monde, donc en attendant ceux de l'Union européenne, jouissent d'un droit de libre circulation et de libre installation sur tout l'espace de l'Union. Alors, selon ce concept, et je trouve que cette idée kantienne, qui est très ancienne, et Kant était vraiment visionnaire, est une très bonne heuristique, une très bonne grille de lecture pour comprendre en profondeur la structure fondamentale de l'Union européenne, l'articulation des trois niveaux, disait-il, de relation du droit public. Selon ce concept, le pouvoir transnational, non pas supranational, mais transnational, horizontal, un schéma d'intégration horizontal et non pas vertical, repose donc sur la concertation des États, la coordination de leur politique publique, le partage, la recherche de consensus ou à défaut de compromis et la coopération. Voilà l'esprit de l'Union européenne, qui n'est pas celui des États nationaux conventionnels. Et c'est une grave erreur de vouloir répliquer le modèle d'intégration des États nationaux au niveau supranational pour l'Union européenne, qui n'est pas et ne sera jamais une grande nation coiffée d'un État. Parler des États-Unis d'Europe est un véritable contresens. Les États-Unis d'Amérique sont une nation. Ce ne peut pas être le cas, à mon avis, de l'Europe. Alors cela fait donc contraste avec le schéma d'une subordination des États membres de l'Union à une puissance publique supranationale. Vous l'avez compris, la vocation de l'Union européenne n'est probablement pas, mais il faut toujours être prudent, de parvenir à la forme d'un État qui jouirait du monopole de la souveraineté sur tout l'espace de sa juridiction. Le mode de pouvoir, me semble-t-il, propre à une gouvernance transnationale, repose sur un principe de co-souveraineté ou encore de souveraineté partagée. Et suivant ce schéma, les États membres de l'Union sont et doivent demeurer souverains, mais souverains ensemble. Car de cette souveraineté dépend leur personnalité juridique et aussi leur capacité politique. À ce sujet, un petit point un peu technique, si vous le permettez. Les États membres restent souverains seuls en ce qui concerne ce que j'appellerais volontiers la souveraineté négative, qui se marque par le droit de ne jamais être contraint par force. Le droit de retrait, le droit de veto sont des marques de cette souveraineté négative. Mais quant à la souveraineté positive, c'est-à-dire la capacité d'agir et d'avoir une prise sur l'histoire, nous sommes trop petits en Europe en tant que nation. Et nous ne pouvons recouvrer cette souveraineté positive largement perdue que dans l'union, dans la coopération. Un nouveau paradigme du pouvoir, je rappelle encore les principes, concertation, partage, dialogue, coopération, coordination. Or, ces principes représentent la voie d'une politique solidaire et co-responsable de sortie de crise en zone euro. À mon avis, la zone euro est bloquée par des dispositifs qui, du point de vue des, dirais-je, de la convergence et des politiques contracycliques, est proprement catastrophique. Je dis les choses comme je le pense. Or, ces principes, partage, dialogue, coopération, coordination, concertation, représentent la voie d'une politique solidaire et co-responsable de sortie de crise en zone euro, disais-je, en même temps que la clé d'une intégration civique réussie. J'ai encore un dernier tableau à vous proposer pour marquer la différence entre le schéma d'intégration verticale, conventionnelle, nationale, et un schéma d'intégration horizontale ou, dirait-on, post-nationale. Vous voyez donc, je ne le commande pas trop, vous avez pour les nations ce principe de souveraineté, avec la coercition légitime, la centralisation gouvernementale,
Et ici, pour le schéma horizontal d'une identité post-nationale, nous avons plutôt le principe de coopération. D'un côté, les devoirs civiques inconditionnels, d'autre, des droits civiques dénationalisés. Et à ce point de caractérisation, où j'en suis arrivé, donc du nomos et du télos, de l'Europe politique, vient se poser plus nettement la question de l'éthos. Alors, pour instruire cette question, mesdames et messieurs, il me faut recueillir des éléments renvoyant à l'Europe, non pas l'Europe politique, mais l'Europe historique et l'Europe même, je crains pas de le dire, l'Europe philosophique. Du côté de l'Europe historique, il s'agit d'un legs civilisationnel à mes yeux essentiel. D'une part, l'espace européen s'est à l'âge moderne structuré verticalement sur le principe de souveraineté. Et d'autre part, cet espace a connu une diffusion horizontale, transversale, de trois principes très importants: la civilité, la légalité et la publicité. L'épanouissement de ces trois principes est essentiel à la culture publique européenne. Leur émergence est historiquement liée à des vagues de civilisation transversale. Tout d'abord, la civilisation des mœurs, comme on l'a appelée, première vague de l'humanisme moderne au XVIe siècle. La grande figure de référence est ici Erasme de Rotterdam, qui a porté le principe de civilité, ce principe qui permet au fond de se produire en dehors du village de la famille sans choquer les sensibilités étrangères, d'entrer dans le monde en quelque sorte. Puis la civilisation des Lumières au XVIIe et XVIIIe siècle a porté respectivement les principes de la légalité, c'est-à-dire toute mesure politique doit désormais être assortie d'un acte juridique opposable. Et ce principe de la légalité, sous peine de voie de fait, et ce principe de la légalité est nécessairement assorti lui-même d'un principe de publicité. Le droit doit être connu de tous et doit pouvoir être discuté dans des espaces de confrontation civile et légale. C'est la publicité. Organisé historiquement sous le principe de souveraineté, le principe de civilité, puis de légalité et de publicité ont procuré les ingrédients de l'état de droit démocratique, avec ces deux pôles caractéristiques, parfois concurrents, le pôle, dirais-je, républicain de l'autonomie civique, c'est la souveraineté populaire, la démocratie austère à la Rousseau, ou qu'on pourrait appeler le pôle du commun, en faisant référence à l'idée d'une volonté générale, nationale. Et puis il y a le pôle libéral, très important aussi, de la justice politique et des droits fondamentaux, que j'appellerais volontiers le pôle de l'universel. Et dans la mesure où les deux pôles en tension ont pu s'harmoniser sous la médiation d'un espace public bien structuré, une culture publique a pu se former par-delà le particularisme des visions du monde, et cela nous porte vers la notion d'Europe philosophique. Alors la notion d'Europe philosophique, elle évoque directement la figure du grand Edmund Husserl. Je pense à celui de la Crisis, singulièrement celui de la conférence de Vienne, donnée en 1935, sur la crise de l'humanité européenne et la philosophie. Husserl était convaincu, c'est une parole importante, disait, je le cite, « l'européologie est l'avenir de la philosophie ». L'esprit d'Europe est la philosophie. Et l'humanité européenne se marquerait par une disposition à former des projets dont la réalisation présuppose une tâche infinie. Ainsi l'avait par ailleurs exprimé Hegel à sa manière par cette phrase profonde: en Europe, ce qui compte, c'est cette marche de la vie vers plus loin qu'elle-même. En Europe, ce qui compte, c'est cette marche de la vie vers plus loin qu'elle-même. Cette notation se laisse relier au thème important de la reconnaissance de soi dans l'autre. On sort de soi pour se projeter vers l'autre.
et se reconnaître en lui. Il s'agit d'une notion pour laquelle des penseurs tout contemporains nous suggèrent des spécifications intéressantes, et je pense à des réflexions de Paul Ricoeur à propos d'un nouvel ethos européen. À ce sujet, Paul Ricoeur avait mis en exergue une sorte de trilogie, un triptyque: traduction, croisement des récits, pardon. Permettez-moi cette citation tirée d'une réflexion de Paul Ricoeur sur un nouvel ethos européen. Je le cite. « La traduction, écrivait-il, est la seule manière de manifester l'universalité du langage dans la dispersion des langues. La narration croisée est la seule manière d'ouvrir la mémoire des uns sur celle des autres. Le pardon est la seule manière de briser la dette et l'oubli et ainsi de lever les obstacles à l'exercice de la justice et de la reconnaissance. » Fin de citation. La question, mesdames et messieurs, la question de la reconnaissance est ici centrale. Les guerres européennes peuvent être lues comme des luttes à mort pour la reconnaissance. Entre les peuples ennemis, la reconnaissance réciproque qui peut advenir est un préalable à la reconnaissance commune des principes susceptibles de fédérer, dans le cadre d'un espace commun, ces peuples jadis opposés. C'est bien d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'Europe et les guerres franco-allemandes. Pour que cependant la réconciliation soit effective, il faut parvenir non seulement à une reconnaissance réciproque, mais aussi un pas supplémentaire, une reconnaissance de soi dans l'autre. Ce qui présuppose non seulement une culture politique commune, mais en outre une mémoire historique ouverte, un partage des mémoires nationales, ce qui reste encore à faire. Cela ne peut advenir qu'au terme d'une démarche autoréflexive, décentrée vers autrui et autocritique. On a beaucoup stigmatisé les contritions, les repentances, c'est une erreur. La vraie force, c'est de savoir reconnaître les fautes passées et de savoir en demander publiquement pardon aux victimes. Un bon exemple en fut donné par les excuses officielles réciproques entre la République tchèque de Václav Havel et la République fédérale allemande de Helmut Kohl à propos des Sudètes. Et c'est d'ailleurs Václav Havel qui, contre sa propre opinion publique, avait pris l'initiative de présenter des excuses aux Allemands pour la brutalité avec laquelle, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient été chassés au nom d'une responsabilité collective des Allemands. Or, pour le président tchèque, la catégorie de responsabilité collective est inacceptable. Il n'y a de responsabilité qu'individuelle. Bien entendu, Helmut Kohl a présenté les excuses aux Tchèques pour l'invasion allemande des Sudètes avant la guerre. Sans ce geste bilatéral de contrition officielle, d'État à État, de peuple à peuple, la réconciliation essentielle à l'unité européenne eût été compromise dans des situations obérées par le passif de conflits passés. Seule cette capacité autocritique permet d'ouvrir la mémoire propre aux mémoires différentes, voire divergentes des protagonistes, ce qui est le propre de ce que j'appelle une éthique reconstructive. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc Ferry pour ces propos qui permettent de structurer notre réflexion un petit peu sur
Quelle Europe voulons-nous? Finalement, dans quelle direction, à la fois philosophique et politique, se diriger? Je vais avoir le plaisir pendant une dizaine de minutes de poursuivre finalement l'interrogation. Et j'ai un petit peu trois questions qui me sont venues, trois réflexions, et peut-être vous pourrez en saisir l'une ou l'autre. La première, c'est c'est finalement quels mots, on a été avec vous dans les concepts, et pour pouvoir diffuser une idée, il faut parfois arriver à la définir, à la résumer en un mot, et surtout dans notre monde si médiatique. Et finalement, vous avez évoqué des concepts comme l'État supranational. Le mot de fédération semble un petit peu piégé. À la fois, vous le reprenez, où il y avait la fameuse fédération d'États-nations de Jacques Delors, mais en même temps, c'est un peu complexe comme terme, et puis ça emmène sur la notion de fédéralisme qui vous paraît pas vraiment recommandable. Vous avez évoqué l'union transnationale, entre parenthèses, cosmopolitisme, qui dit bien ce que ça veut dire, mais qui est un mot aussi extrêmement piégé. Alors, parmi les notions qui sont un très beau mot qui a été utilisé au début de l'Europe et qui est le mot de communauté. Est-ce que c'est un terme qui, en termes de sciences politiques, peut être repris? Et donc, est-ce qu'il faudrait revenir peut-être, nous sommes actuellement dans l'Union européenne, nous étions avant dans les communautés économiques européennes, est-ce que ça aurait du sens de faire revivre en quelque sorte ce terme de communauté? La seconde réflexion qui m'est venue, c'est vous avez fait l'éloge en quelque sorte de la complexité. Vous avez expliqué comment les États européens doivent trouver des processus politiques qui permettent non pas une souveraineté verticale, finalement d'une institution supranationale vers les États et vers les peuples, et plutôt finalement s'inscrire dans une recherche de consensus, mais du coup, quel mécanisme institutionnel? Comment organiser ce processus complexe? Qui arbitre? Au nom de qui? Et au nom de quoi? Et finalement, comment est-ce qu'on explique cette complexité? Comment on explique que c'est si long de trouver un accord sur le glyphosate? Des années et des années. Et ne parlons pas des perturbateurs endocriniens. Et la troisième question, c'est finalement cette réflexion sur l'Europe complexe et l'Europe du consensus à fabriquer en permanence dans un monde où on a le sentiment que la puissance est redevenue la clé pour exister et pour peser. Et donc, est-ce qu'on peut à la fois être en interne un lieu de débat permanent, de recherche de consensus, et survivre dans un monde à la Poutine, à la Trump, à la Erdogan, où c'est d'abord taper du poing sur la table qui semble permettre d'exister. Voilà, trois réflexions. Peut-être y en a-t-il une qui vous interpelle un petit peu plus ou qui vous intéresse un petit peu plus? Les trois m'intéressent. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Les trois m'intéressent vivement. Si vous permettez, je vais tenter de répondre aux trois. La communauté, tout d'abord. Mais oui, c'est un joli mot. Simplement, il est lui-même piégé. Communautarisme. Et puis, il y a la fameuse thèse du sociologue allemand Tönnies qui explique que le passage à la modernité, c'est le passage des communautés aux sociétés. Donc, communauté, c'est un petit côté un peu traditionnaliste, dirais-je. Mais il nous faut une communauté politique. Ça, c'est tout à fait indispensable. Simplement, souvent, le schéma de réalisation de la communauté politique, notamment du côté du courant qu'on appelle à tort ou à raison le courant américain
qu'on nomme communautarien, ce qui n'a pas la même signification aux États-Unis d'ailleurs et en philosophie que dans les médias et chez nous, eh bien, c'est l'exigence d'une congruence très forte entre ce qu'on appelle la communauté morale, c'est-à-dire les valeurs communes d'une entité quelconque politique, et la communauté légale ou juridique, qu'elles se correspondent parfaitement, voyez-vous. C'est un schéma qui est à mon avis trop étroit, parce que nous sommes nombreux, avec des cultures différentes, et des cultures juridiques aussi qui sont différentes. Il faut harmoniser beaucoup plus que de réaliser une homogénéité. Donc voilà, communauté politique, mais sur d'autres voies que les voies conventionnelles, elle est à réaliser à partir d'un élément très fort, qui à mon avis est l'espace public transnational, décloisonner les espaces publics nationaux, ce qui est en chantier. En ce qui concerne maintenant, et nous en venons tout naturellement, justement en parlant d'espace public transnational, à la question très délicate de l'horizontalité, de l'intégration horizontale, comment peut-elle être efficace et comment l'institutionnaliser de façon crédible? C'est votre question. Il me semble, tout d'abord négativement, et j'y reviens encore, qu'une intégration verticale qui consisterait en quelque sorte à capter toutes les ressources de la souveraineté au profit d'une instance supranationale, c'est catastrophique pour l'Union européenne. Ça va susciter toutes les résistances et toutes les forces centrifuges possibles et imaginables. Et de plus, on va combiner impuissance et autoritarisme. La pensée politique des philosophes politiques a depuis longtemps, depuis Montesquieu notamment, prévu ce schéma. Et ça a été répété, la critique de la monarchie universelle, comme on l'appelait, est rémanente sous les plumes différentes de Montesquieu, de Kant, de Hegel. Donc c'est un mauvais schéma. Il faut bien se mettre cela dans la tête. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, la question intéressante, c'est comment réaliser un bon schéma d'horizontalité, d'intégration horizontale. Alors, cette intégration horizontale repose, comme je l'ai dit, sur les principes que nous connaissons, qui sont bien officiellement ceux de l'Union européenne, la concertation, la coordination, la corresponsabilité, la réciprocité, etc. Tout cela, c'est indispensable. Mais il ne suffit pas de le dire. C'est une pratique. C'est une pratique et c'est un apprentissage moral et politique difficile dont nous n'avons pas l'habitude. Avec ce vieux topos, ce lieu commun qui consiste à dire « Ah oui, mais discuter, ça ne sert à rien parce qu'il faut décider ». On oppose toujours discussion et décision. Mais c'est votre troisième question et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir, et je l'avais évoqué, une autorité gouvernementale forte. Parce que seule cette autorité, qui pourrait d'ailleurs émaner de la Commission, pourquoi pas, mais à condition que l'investiture du président de la Commission soit autre et beaucoup plus démocratique. Cette autorité, qui n'est pas la souveraineté, elle a pour fonction d'assurer cette coopération, cette coordination, cette concertation entre les États membres et d'en appeler aux opinions publiques nationales si jamais il y a des blocages. Mais pour ça, il faut une autorité très légitime. Et c'est tout un processus à penser. Pour le mode d'investiture, je pense qu'il faudrait associer les parlements nationaux de tout l'espace européen avec le Parlement européen, bien entendu, plus le Conseil européen, pour qu'il y ait une forte orchestration du processus d'investiture du président de l'Union, un seul par pitié, qui, lui, puisse assurer justement ce processus horizontal qui, encore une fois, est un apprentissage. Donc, il faut au départ une autorité forte. Voilà. Pardonnez-moi de radoter, mais l'autorité n'est pas la souveraineté, parce que cette autorité a pour vocation d'assurer la co-souveraineté des États membres. Et c'est ça, à mon avis, le bon schéma. Et alors, maintenant, comment, en même temps, garantir l'efficacité, où l'on parle de puissance, etc. Il n'y a pas d'antinomie, à mes yeux, entre la puissance et cette démocratie de consensus à toujours rechercher, en perpétuel procès, en éventuel devenir, toujours faillible, mais toujours à recommencer, toujours à tenter, qui est un horizon, une idée régulatrice. Je reprends cette idée de Hannah Arendt, qui opposait la force et la violence et la puissance, pardonnez-moi. La vraie puissance, disait-elle, elle repose sur le consensus. Et ce n'est pas la violence. Et je pense
qu'une organisation politique complexe sera d'autant plus puissante qu'elle jouira d'une assise d'accords, de consensus extrêmement forts et bien formés. Les Allemands ont compris ça depuis longtemps et à tous les niveaux. Dans les entreprises, quand on va prendre une décision, on enquête, on demande à la plus petite des dactylos, enfin à l'époque où il y avait des dactylos, on lui demande son avis et on tient compte de son avis. Le processus de discussion et de concertation est extrêmement long en Allemagne. Mais quand on a pris la décision, ça va à toute vitesse et on ne revient pas en arrière. C'est le contraire en France. Est-ce que cela conduit... Non, je ne pense pas que cela vous conduise jusqu'à souhaiter une Europe à l'allemande plutôt qu'une Europe à la française. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il faut conclure et je vous remercie énormément pour ces propos à la fois très techniques, très élevés, mais absolument passionnants qui montrent des directions, effectivement, pour organiser une Europe conforme à ce que nous voulons. Merci beaucoup.